Je crois que ce micro est juste pour l'enregistrement et non pas pour... ce que la voix devrait porter. Sinon, je peux parler encore un petit peu, un cran au-dessus, mais voilà, bonsoir. Donc, je me présente, je suis Jean-Pierre Stéphan. Je suis membre du comité de pilotage de ces diplomatiques de Valençay. Je suis ancien petit jeune diplomate au début de ma carrière. J'étais donc attaché commercial auprès de différents postes dans le monde et je suis aujourd'hui conseiller en communication institutionnelle et événementielle. Donc on a descendu des salons, nous sommes ici dans les cuisines qui sont attribuées entre autres à Antonin Carême, parce que nous allons parler de diplomatie et de gastronomie. Je présente nos invités prestigieux. Monsieur Laurent Stefanini, ambassadeur de France auprès de l'UNESCO et ancien chef du protocole de la présidence de la République. Nous parlons gastronomie et donc on parle chef. Et nous avons là un des chefs les plus prestigieux. Il s'agit de Bernard Vaution, qui fut le chef de la présidence de la République et qui est aujourd'hui président honoraire du plus prestigieux des clubs de gastronomie et de chefs, qui est le club des chefs, c'est-à-dire le club qui rassemble les chefs des chefs d'État. Voilà. Et puis, il nous fallait aussi un historien spécialiste de la gastronomie, de la cuisine, de nos assiettes. Et nous avons là notre ami Loïc Bianassi, qui nous vient de Tours, de l'université de Tours, de l'Institut européen des études d'histoire et des cultures alimentaires, et également de la nouvelle et belle cité internationale de la gastronomie de Tours, qui est la première cité opérationnelle en France, où donc Loïc Bianassi intervient en tant qu'historien. Voilà, la présentation. Notre thème, c'est la place de la gastronomie dans les relations diplomatiques, ce qu'est cette table en tant qu'outil offert à nos diplomates ou nos chefs d'État et chefs de gouvernement lorsqu'ils ont à être en face de leurs interlocuteurs pour négocier, pour traiter, pour parler, pour écouter, pour échanger. Et puis, on va parler de cette histoire, de l'utilisation de la table en tant qu'outil diplomatique. Son Excellence ambassadeur a écrit un livre qui s'appelle « À la table des diplomates », donc de 1520 à 2015, puisque 2015, il était acteur en 2015, puisque entre autres des grands événements que vous avez orchestrés, Excellence, ça a été donc la COP 22, un événement 21. Oui, voilà, la 22 a été ensuite à Marrakech, voilà, vous n'y étiez pas, mais la COP 21, qui fut un événement international diplomatique exceptionnel en France, puisque vous avez accueilli plus de 150 chefs d'État, et ce pendant une quinzaine de jours. Donc vous imaginez l'orchestration, le savoir-faire, l'expertise et l'intelligence qu'il faut avoir pour que, enfin, en plus, on a abouti à un résultat, les accords de Paris. Et puis donc on va aussi parler de ce qu'on appelle aujourd'hui la gastro ou la gastronodiplomatie, à savoir l'utilisation de cette table en tant qu'outil diplomatique. Et puis c'est le président Laurent Fabius, alors ministre des Affaires étrangères, qui a peut-être créé, officialisé cette gastrodiplomatie, ayant eu conscience que la table était un outil formidable à disposition des diplomates, et la table pour un rayonnement international de la France, d'où il a créé plusieurs événements. Donc, monsieur l'ambassadeur va peut-être nous parler, ou très certainement nous parler. Donc, première question, Excellence, à la table des diplomates, le rôle de la table, le rôle de la gastronomie et son évolution, c'était quoi au XVIe siècle et c'est devenu quoi aujourd'hui? Alors, merci beaucoup. D'abord, à la table des diplomates, ce livre est un livre collectif. Je me suis borné à le diriger et à y écrire certains chapitres. Mais c'est un ouvrage qui regroupe 42 auteurs, d'ailleurs, 20 auteurs qui sont des
des historiens ou des politiques, Hélène Carrère d'Ancos, Hubert Védrine, qui dès le début était intéressé par le projet, et 22 chefs qui ont apporté leur éclairage à ces menus qui ont été servis dans des circonstances officielles entre 1520 et 2015. Alors, évidemment, les époques ne sont pas les mêmes. 5 siècles d'histoire, c'est un ensemble de circonstances différentes, mais il y a toujours la volonté derrière de bien traiter celui qu'on accueille. Donc quand on parle de la table des diplomates dans le cadre de négociations internationales ou dans le cadre de visites officielles ou de visites d'État, c'est évidemment parce que on veut sceller, en quelque sorte, une alliance ou un accord. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que sous l'Ancien Régime, vous vous rendez compte que beaucoup de ces très grands repas officiels étaient à l'occasion de mariages. On a plusieurs chapitres, que ce soit le mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Autriche, déjà avant le mariage d'Henri IV et de Marie de Médicis, le mariage de Marie-Louise et de Napoléon, le souper de Choisy sous Louis XV entre le dauphin et Marie-Joseph de Saxe. C'est pas simplement des affaires de famille, si je peux dire, c'est parce qu'on voulait, par un très grand repas ostentatoire, particulièrement soigné, montrer, pour celui qui reçoit, à quel point on est heureux de l'événement que l'on commémore, et pour ceux qui sont accueillis, être une occasion, en quelque sorte, de découverte d'un monde légèrement différent, même si dans la première partie de notre livre, il y a 3 parties, et dans la première partie de notre livre, nous sommes très largement en Europe. Ce sont les relations entre la France et l'Italie, la France et l'Allemagne, la France et l'Angleterre, la France et l'Espagne qui sont décrites. Donc on n'est pas dans un monde globalisé, on est dans un monde de proximité. La différence, à partir du début du XIXe siècle, c'est l'expansion européenne considérable à travers le monde qui fait qu'assez vite on voit d'abord les États-Unis, puis la Russie. Puis la Russie, ça commence déjà à Pierre Ier, hein, ça commence déjà au début du XVIIIe. Mais ensuite, vous voyez de nouvelles puissances, la Chine, etc. Donc, dans tous les cas, c'est aussi l'occasion, ce repas diplomatique, de mélanger 2 univers, un univers donc français et un univers étranger, et de plus en plus d'ailleurs, dans ces grands repas officiels, à l'Élysée, on invite des chefs d'entreprise, des personnalités du monde de la culture ou du monde de l'université. Ce ne sont pas simplement la famille élargie et les personnalités officielles et les corps constitués. Donc c'est un outil qui demeure, en particulier en France, grâce, je dois dire, à l'efficacité des cuisines de l'Élysée et du Quai d'Orsay sous la conduite de leurs chefs qui savent encore, et il n'y en a pas beaucoup, hein, dans la plupart des pays étrangers, on fait souvent appel à des traiteurs. Hein, il n'y a pas beaucoup de lieux comme en France où il y a encore, je dirais, voilà, une table au sens propre. Voilà. Surtout que ici nous sommes bien dans la résidence princière de Talleyrand, et il avait un chef qui est à l'origine peut-être, ou un des chefs à l'origine de la gastronomie française, donc Antonin Carême, et voilà le pourquoi nous sommes installés dans une cuisine dans laquelle il a officié, et donc de dire que ce binôme entre Talleyrand et son chef exécutif, c'était un binôme acteur dans la vie diplomatique. Et donc, Bernard, vous avez été de nombreuses années le Antonin Carême de la République française, parce que votre rôle était de travailler l'excellence des produits français pour qu'effectivement le chef d'État soit fier de sa table officielle. Oui, tout à fait. En fait,
Notre rôle, c'était de mettre en confort un petit peu les diplomates pour que les négociations, effectivement, se passent au mieux, et en même temps de faire un petit peu briller la vitrine française avec nos produits régionaux. Ça, c'était très important, et donc d'arriver à concocter un dîner ou un déjeuner et mettre à l'aise tous les convives, et puis voilà, représenter notre pays avant tout. Voilà. Justement, si on parle produit, je m'adresse là à l'historien. Je veux dire que ces tables officielles, ces tables diplomatiques ont aussi, elles, évolué par rapport à celles que nous avons aujourd'hui et à ce qu'elles étaient au XVIe ou XVIIe siècle. Oui, je crois qu'il y a en fait on parlait des évolutions, des différences. Je pense que durant l'Ancien Régime, donc on va dire 16e, 18e siècle, il y avait une volonté de faste, clairement. On impressionnait, on donnait à voir la grandeur de la monarchie. Il est évident qu'à partir du règne de Louis XIV, la cuisine de référence, c'est la cuisine française. C'est-à-dire que longtemps, jusqu'au milieu du XVIIe siècle, il y avait finalement une cuisine aristocratique européenne occidentale avec des nuances d'un pays à l'autre, mais globalement une seule cuisine européenne faite d'épices notamment, enfin de sauces très légères, on utilisait très peu de beurre, enfin une cuisine occidentale. À partir du milieu du XVIIe siècle se définit une sorte de grande cuisine française qui a des traits spécifiques, une originalité, qui par exemple va utiliser abondamment le beurre, donc ça c'est un de ses grands marqueurs, la crème, qui va aussi utiliser beaucoup moins d'épices exotiques et beaucoup plus d'herbes comme le persil, d'herbes locales dans ces diverses préparations. Donc au moment où il y a cette sorte d'hégémonie culturelle du français, de la culture française, eh bien finalement la cuisine participe de ce prestige de la cour de France. Donc le service à la française, notamment cet ordre qui règne sur la table, cette symétrie, c'est-à-dire que le service à la française, ce n'est pas servir à chaque convive son assiette, c'est disposer sur la table l'ensemble des plats, un peu comme on ferait pour un buffet, et ensuite on relève tous les plats pour mettre le service suivant. C'est ça le service à la française. Eh bien, cet ordre, cette géométrie sur la table, c'est finalement le pendant des jardins de Versailles, si vous voulez. C'est ce primat à vraiment une symétrie, une géométrie, un ordonnancement classique qu'on retrouve partout, donc à Versailles et dans l'ordre qui prévaut sous Louis XIV. Donc, ce que donne à voir la table, c'est cet ordre autour du roi, cette autorité royale. Quand Louis XIV reçoit, eh bien, la table est l'une des manifestations finalement de son pouvoir et de la centralité de son pouvoir. Donc il y a ce que donne à voir la table, évidemment il y a le contenu de l'assiette, et là aussi il y a une originalité française, un modèle culinaire français. Donc clairement le faste de la table, c'est quelque chose de très important à partir du règne de Louis XIV, d'autant que Louis XV par exemple sera vraiment un gourmet, même si lui aura peut-être un goût pour l'intime plus fort encore que Louis XIV. Donc goût du faste, et par contre à partir du 19e siècle, et ça a été justement soulevé immédiatement, il y a sans doute, parce que désormais on est dans un État-nation, une volonté à travers les repas de donner à goûter, le mot n'était sans doute pas employé comme on l'emploie aujourd'hui, mais les terroirs français. C'est-à-dire que les repas de la République sont un moyen de faire découvrir ce que l'État, la nation française, peut produire de meilleur. Il y avait l'idée de toute façon que la France, ses terroirs, fournissaient des grands produits, mais que seul Paris, la capitale, et donc en l'occurrence aussi la table de la République, était capable de transcender ces bons produits. Donc la Troisième République, à partir de la fin du XIXe siècle, réellement, pour tous les banquets officiels, va mettre un point d'honneur à valoriser ces produits du terroir, d'ailleurs pas simplement lors des rencontres diplomatiques, mais dans tout un tas d'occasions. Et on voit que c'est toujours le cas aujourd'hui. Il y a certaines permanences. Le foie gras est sans doute l'un des produits marqueurs qu'on retrouve, un des produits phares. Je pense les volailles de Bresse peut-être aussi, sans doute celles qu'on retrouve depuis la fin du XIXe siècle. Juste peut-être deux petites remarques sur Carême. Alors, on n'est pas bien sûr qu'il soit venu ici. Et en tout cas, au Congrès de Vienne, qui est
des hauts faits d'armes culinaires de Talleyrand, un des moments où finalement il a expliqué qu'il fallait aussi qu'il avait besoin de casseroles finalement, presque plus que d'instructions pour mener à bien ces négociations éminemment ardues. Eh bien, Carême n'était pas présent au congrès de Vienne. Hein. Le chef, celui qui était à la tête des cuisines de Talleyrand, c'était un certain Boucher, et peut-être un peu prédisposé, je ne sais pas. Mais donc, Carême a servi Talleyrand très régulièrement par des extras, et donc dire que c'est son chef, en tout cas, pour le congrès de Vienne, ce n'est pas le cas. Je crois aussi, on évoquait les occasions, et ce sera mon dernier point, les occasions exceptionnelles, les grands, les mariages, on parlait de, oui, en effet, d'Henri IV, Marie de Médicis, mais il y a aussi, peut-être, je pense, quand je dis ça, ce que j'ai pu voir pour le XVIIe siècle, je pense au premier XVIIe siècle anglais que j'ai un peu étudié, des occasions qui sont des petits honneurs ponctuels. C'est-à-dire qu'en dehors de grandes cérémonies, voilà, de grands traités, de mariages, eh bien le roi, tout d'un coup, fait un honneur à un ambassadeur en lui disant « Ce soir, après le bal », à l'époque en Angleterre on parlait de masque, après le ballet, eh bien, ou avant plutôt d'ailleurs, vous viendrez souper avec moi. Alors, peut-être à sa table, pas nécessairement, mais en tout cas, il y a aussi cette façon, c'est un des honneurs qu'un monarque pouvait rendre à un ambassadeur, et un honneur particulier, parce que ça voulait dire, j'invite celui-ci et je n'invite pas celui-là. Donc c'est évidemment, et c'est vrai pour tout un tas de choses en diplomatie, à travers ces actes, ces honneurs rendus, c'est tout un tas de rapports de force et de relations entre États qui s'expriment. Oui, merci. Ce qui est important aussi, j'aimerais bien que monsieur l'ambassadeur nous précise la politique de l'État français pour son rayonnement lorsque on reçoit un chef d'État ou de gouvernement à Paris ou lorsque le président de la République se déplace à l'étranger. Donc la table, dans ces deux cas de figure, est essentielle. Alors, effectivement, elle est essentielle. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas le seul élément d'un programme. Hein. Je dirais qu'il y a d'autres éléments. Et puis, alors, en plus, elle est peut-être plus importante chez nous que lorsque nous allons à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, on n'est pas toujours aussi bien traité qu'on le souhaiterait. Et se répand la mode américaine, soit du déjeuner de travail avec une sorte de plateau que l'on amène devant chaque chef d'État et de gouvernement pour qu'ils puissent continuer leur discussion sur un ordre du jour pendant l'heure d'interruption, ce qui me paraît d'ailleurs une très mauvaise idée, parce que il faut des interruptions, il faut des moments aussi je dirais pas de détente, mais de convivialité au sens étymologique du terme. Et donc, bon, on voit s'éroder quand même cette habitude qui est largement celle, bonne habitude, qui est celle du XXe et du XIXe siècle. Même au Conseil européen, maintenant, vous avez l'habitude, vous avez la pratique le soir d'avoir, après les réunions de la journée, le dîner de travail du Conseil européen auquel on réserve les sujets les plus délicats et les plus polémiques, en pensant qu'autour d'une table, on peut arranger les choses. Mais alors, comme c'est dans une salle de travail qui, au lieu d'être au niveau 50, est au niveau 80 du bâtiment du Conseil européen, et qu'au fond, c'est un petit peu comme s'ils étaient dans la grande salle du Conseil, sauf que c'est un petit peu plus resserré, il y a un petit peu moins d'espace, on a un petit peu plus le sentiment de proximité, mais évidemment, ça se fait au détriment de la cuisine, du plaisir de manger un bon repas, sachant que pour autant, ce sont des repas de qualité qui sont servis là-haut, puisqu'ils sont organisés par les pays en présidence tournante du Conseil européen. Par exemple, pour le deuxième semestre 2017, il s'agit de l'Estonie. Donc, nos chefs d'État et nos ministres doivent régulièrement manger au cours de ces déjeuners ou dîners de travail de la cuisine estonienne, dont je ne connais pas trop les spécialités, mais enfin, je pense que
le hareng de la Baltique doit y avoir sa place et que ça doit être d'inspiration un peu vite en faire à le la fois tour, quand même, hein. nordique et finlandaise. Mais je regrette cette habitude-là, cette pratique-là qui s'est développée, parce que d'abord, ces repas de travail durent jusqu'à 3 heures du matin, parce qu'au fond, assez vite, le repas a été mangé, et puis ils restent autour de leur table, éventuellement avec des cafés, à continuer à discuter. Je trouve que c'est pas l'idéal. Le temps du repas est un temps, justement, il y a des éléments de programme, il y a des négociations, il y a des rencontres avec les milieux économiques, il y a des conférences de presse. Le repas doit rester un lieu, je dirais, gratuit, un moment gratuit, un moment où il n'y a pas d'ordre du jour et où on est là pour mieux se connaître et pour apprécier d'abord ce qu'on vous sert et les vins qu'on vous sert, qui sont souvent d'excellente qualité, même toujours d'excellente qualité, et donc prendre le temps de bien manger. Donc cet accompagnement, que ce soit donc un dîner d'État ou officiel au Palais de l'Élysée ou un dîner officiel offert par le président de la République à l'étranger, vous les avez suivis, vous les avez travaillés, vous les avez exécutés. Racontez-nous un petit peu comment, effectivement, vous à l'Élysée ou vous, suivant le président à Londres, à Washington ou ailleurs, comment est-ce que ça se passe? Ah, tout à fait. On avait toujours un petit peu, bien sûr, le programme en amont par le service du président. Et à partir du moment où on avait le pays qui était choisi, où on allait se rendre, on faisait le menu en fonction, bien sûr, du pays où on se rendait. Et bien sûr, avec une concertation, alors via le protocole, qui nous indiquait les confessions, bien sûr, mais aussi les allergies éventuelles, des choses comme ça. Et donc, et moi, en plus, j'avais, on va dire un petit plus d'appeler directement également le chef du pays concerné. Et à partir de là, on pouvait établir un menu et le proposer au président français, bien sûr, qui allait le choisir. Et après, on allait mettre ça en œuvre et puis aller directement dans le pays, à l'ambassade de France, la plupart du temps, pour exécuter ce repas. Et puis en même temps, toujours pareil, montrer un petit peu notre gastronomie française. Voilà. Donc, lorsque vous aviez, mettons, à préparer un repas officiel à Londres, vous êtes, vous, patron des chefs, enfin, patron de la cuisine au Palais, en relation directe avec le chef de Buckingham. De Buckingham, tout à fait, voilà, qui est devenu un ami depuis. Et puis, donc voilà, on peut arriver à se mettre d'accord sur beaucoup de choses et puis ne pas se tromper, surtout, bien sûr, sur la qualité du repas et en plus avec les ingrédients et les volailles ou autres qu'on allait choisir pour que ça corresponde vraiment au goût de la reine d'Angleterre, en l'occurrence. Alors, est-ce qu'on prend les produits de France et on les amène à Londres? Bien sûr, on prend des produits de France parce qu'on est quand même en territoire français. Et donc, il faut représenter absolument notre pays et puis montrer le meilleur. Donc, voilà, avec un petit clin d'œil toujours quand même pour le pays qui nous reçoit ou qu'on le reçoit à Paris. Toujours un petit clin d'œil par exemple, sur les couleurs du pays qu'on peut arriver à placer soit dans une garniture ou un dessert. Alors c'est les produits, mais c'est aussi les arts de la table. Alors est-ce qu'on se trimballe avec aussi les baccarat, les sèvres? Voilà, alors il y a eu une époque, ça s'est arrêté dans le deuxième mandat de Jacques Chirac, n'est-ce pas, pour emmener la vaisselle aussi, qui était quand même assez compliqué, bien entendu, mais bon, voilà, il y avait la porcelaine de Sèvres, il y avait les verres de baccarat, il y avait l'argenterie que l'on emmenait, même les fleurs, et donc on reconstituait un petit Élysée un petit peu partout dans le monde, et puis c'était d'abord très apprécié par le pays qui nous recevait. Et ça se fait encore, Excellence? Alors, non, ça se fait moins parce que le raccourcissement de la durée des visites fait qu'il n'y a plus cette pratique du dîner de retour ou du déjeuner de retour qui était très systématique encore il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. C'est-à-dire que, voilà, malheureusement, pris un peu par le temps, on considère que le grand repas offert par la partie invitante n'impose pas un grand repas de retour, ou bien alors que ce sera simplement sous forme d'une réception. Parce qu'aussi, ce qui s'est développé, évidemment, là aussi pour gagner du temps, et puis aussi parce que ça permet au président de la République ou au Premier ministre de rencontrer plus de personnes, c'est les réceptions debout, je veux dire. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a... Voilà. Il y a eu une sorte de victime qui a été plus le souci de faire des économies, parce que transporter à l'avance, ça a un coût. Voilà, donc l'ensemble des raisons qui ont amené à
a évolué dans la pratique des grands repas officiels ces dernières années. Ce qui est dommage, parce que c'est dommage, on avait cette image de la France qui était quand même bien mise en avant. Voilà. Donc les grands dîners du général de Gaulle à Mexico, au Québec. Bah, en ce qui me concerne, le général de Gaulle, non. Vous n'y étiez pas encore. Voilà, non. Mais par la suite, oui. Par la suite, oui. Tout à fait, oui, n'importe où dans le monde. On officiait pour le format de 200 couverts à peu près, pour représenter la France. Oui. De toute façon, si on voit sur la durée, depuis la fin du 19e siècle, si on voit sur la durée depuis la fin du 19e siècle, la durée des repas a diminué. C'est vraiment un phénomène de fond qui, depuis la Troisième République, on voit d'ailleurs les menus qui étaient très impressionnants à la fin du 19e siècle. Alors, ça ne signifie pas que les gens mangeaient de tout, parce que si vous voyez des menus de la Troisième République, vous êtes étonné par le nombre de plats, mais les gens n'étaient pas contraints de manger de tout, vous en doutez. Mais on voit que progressivement, les menus se sont quand même simplifiés, allégés, et que le temps passé à table a quand même réduit. C'est vraiment un mouvement séculaire depuis la Troisième République. Je pense que, je ne sais pas quelle peut être la moyenne aujourd'hui à table lors de... Ça dépend si c'est un déjeuner ou un dîner. Je dirais que le déjeuner quand même, avec souvent au moment du dessert et du café, la conversation animée grâce à la qualité des mets fait que c'est le moment où on discute le plus et où les points un peu sensibles sont examinés. C'est de l'ordre d'1h30. Une heure, oui, c'est 1h30 à peu près. 1h30, 1h45 maximum. Les dîners d'État entre l'apéritif, l'arrivée des invités, le repas proprement dit, le café ensuite, éventuellement les digestifs, c'est sur une amplitude de 2 heures, 2h30. Même si on met moins, pour rassurer nos chefs d'État qui sont toujours pressés, donc qui veulent vraiment aller vite, surtout certains, d'autres qui prenaient plus leur temps, mais donc aller vite, ça veut dire, voilà, donc on leur met 20h30, 22h, mais on sait que, voilà, les derniers invités partiront vers 22h30. Mais c'est quand même assez rapide, surtout qu'il n'y a plus, alors là aussi une pratique qui a cessé, c'est le spectacle, c'est l'intermède musical. Il y a encore, à un moment, au début du repas et entre certains plats, un morceau de musique de la garde républicaine dans les dîners d'État, mais ça a tendance à se réduire. On veut être de plus en plus rapide et de plus en plus utilitaire, mais comptez sur nous pour résister. Voilà. Oui, parce que ce qui est quand même dommageable pour un dîner, alors le temps imparti pour le repas en lui-même, c'est entre 55 et 60 minutes, si on compte vraiment le repas. Et ça, c'est un petit peu dommage d'accélérer ça, parce que la gastronomie, ça se déguste. Voilà. Mais bon. Alors justement, quand on a eu ces dizaines d'années d'expérience en tant que patron des chefs officiels françaises, est-ce qu'il y a eu des moments, des anecdotes qui seront gravées en votre mémoire et que vous n'oublierez jamais et que vous pouvez nous en raconter une ou deux sans dévoiler des secrets de cuisine officielle? Non, après, il y a des moments de tension, il y a des moments d'angoisse, bien entendu, de réussite, surtout. Et après, voilà, la veille, on dort très mal quand il y a un grand dîner d'État, parce que voilà, on veut que tout se réussisse et puis qu'il n'y a pas d'impair. Mais bon, après, des anecdotes sur plutôt des formats plus petits, en fait. Celui avec Jacques Chirac, par exemple, et le ministre des Affaires étrangères qui m'avait confié son fils pour faire un stage à l'Élysée en cuisine, par exemple, qui avait demandé au président, qui avait accepté, bien entendu, et pour me remercier, ce ministre des Affaires étrangères, qui était M. Fischer à l'époque, allemand, voulait me voir pour me remercier, et donc je l'attendais dans un petit salon, et là c'est Jacques Chirac donc, qui a ouvert les portes,
et qui est venu me chercher. Donc, et j'ai atterri dans la salle à manger, donc c'était pas habitué du tout à ce genre de choses. Intimidé, bien entendu, et en plus, Jacques Chirac a sorti son stylo, m'a demandé de dédicacer les menus. Donc j'ai eu beaucoup de mal à les dédicacer parce que c'est un petit peu tremblant. Et puis voilà, donc voilà, c'est des anecdotes qui sont très sympathiques malgré tout. Et puis voilà, mais bon, après, sur ces anecdotes. Oui, vous n'êtes pas allé jusqu'à la panique de Vatel. Ah non, parce que justement, on se protège beaucoup en amont de prévoir l'imprévisible un petit peu. Donc à nous de se protéger, d'anticiper sur d'éventuelles chutes de plat, éventuellement, des choses comme ça. Donc il faut aussi se préparer à cela et pouvoir servir un plat rapidement, sans qu'on s'aperçoive de rien, bien sûr. Mais alors, si je peux poser une question quand même, quel est le truc pour servir à 250 personnes la même chose, de qualité, à la même cuisson. Ah, bah ça, après, c'est un métier. Après, voilà. C'est un métier, ça je le sais. Non, c'est pas un métier, c'est un art. C'est une passion. C'est un art, une passion. Mais quand même, moi, ça m'a toujours impressionné. Non, après, voilà, il y a après. Comment réussit-on à. Alors, c'est un travail, bien sûr, en amont avec les fournisseurs. Qu'il faut absolument qu'ils nous fournissent les poissons de tous de la même taille, de la même qualité. Ça, c'est aussi sur... Alors, un dîner d'État, ça se passe sur 3 jours entre l'arrivée des victuailles et puis la livraison du dîner. Donc, on a le temps également de réagir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Les garnitures vont être pesées. Il y a une équipe qui va être dédiée aux garnitures. Environ, il y a 5 légumes, hein, comme on dit maintenant, mais c'est la réalité, sur un plat. Garniture travaillée ou non. Ou un légume en dessous qui va tenir en même temps au chaud le poisson ou la viande. Et tout cela, ça va être pesé, quantifié, bien rangé dans des plaques. Puis après, on va en faire un tout petit peu en plus également au cas où. Et puis voilà, après, il n'y a plus que l'assemblage qui va se faire, mais en amont, il y a une grosse préparation, et à l'identique, bien entendu, puisque les plats vont être livrés dans cette salle, vont être portés par les maîtres d'hôtel, tous en même temps. Donc on a en plus un visuel. Qui est important, parce que d'abord pour la beauté du plat, mais aussi il faut que tout soit ressemble, et puis que tout le monde ait surtout la même chose. Donc voilà, à nous de préparer tout ça en amont et de pouvoir faire ce dîner bien réglé. Voilà. Donc toutes les assiettes qui sortent quasiment toutes en même temps. Pas des assiettes, ce sont des plats. Les plats qui sortent tout en même temps, vous êtes là bien sûr. Et à vérifier si... Voilà. La plupart du temps, ce qu'on appelle à la tranche, que ce soit la viande ou le poisson, on va être 2 ou 3 pour... qui est une rapidité aussi d'exécution. Et après, on va dresser les tables. Alors moi, j'avais l'habitude, sur 250 couverts, de faire au moins 3 envois différents pour qu'il y ait une équipe qui soit concentrée sur chaque partie. Et après, voilà, après tout s'assemble et part. Pour que les maîtres d'hôtel... Alors les maîtres d'hôtel, évidemment, sont un petit peu en nombre aussi, mais alors c'est juste pour la soirée, hein, bien entendu. Ce sont des maîtres d'hôtel extra qui vont intervenir. Il y a une centaine de maîtres d'hôtel pour que, évidemment, les plats soient tous livrés en même temps, pour garder la chaleur d'abord, et qu'il y ait une rapidité d'exécution, puisque je vous rappelle qu'on a environ 60 minutes pour ce temps imparti au dîner. Et en brigade, en cuisine, vous avez combien de collaborateurs? Alors, on n'est pas plus de 30, parce qu'après, il y a une question simplement de place. Voilà. Il faut qu'on puisse travailler à l'aise et tranquillement. Mais bon, ça suffit. Après, une équipe qui va être dédiée à l'entrée, pendant qu'une deuxième équipe va anticiper sur le plat de suite. Et à la fin, on va donner un petit coup de main au pâtissier pour finaliser le repas. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on appelle de l'orchestration. Oui, c'est un chef d'orchestre en fait. Hein. J'ai souvent eu des aides de camp qui m'ont demandé de voir un petit peu comment se déroulait un envoi. Oui. Pour voir, alors à chaque fois il me disait c'est un petit peu militaire ton travail, mais c'est exactement chef, ça. C'est ça. Eh oui, chef, bien sûr. Oui, bien sûr. Et, voilà, et surtout, veiller à tout ce que tout se passe bien, et puis évidemment que le président ne s'aperçoive de rien si éventuellement on a un petit problème. Et il n'y a jamais eu de problème? Si, il y en a toujours des petits problèmes à régler, mais bon... C'est ça que j'aimerais savoir. Oui, mais bon, ça va. En règle générale, comme on anticipe, on a très peu, en fait. Ouais. Un jour, Bernard m'a dit, mais de toute façon, nous, chefs, on sait s'adapter. Et bien voilà, c'est aussi le maître mot, s'adapter. Oui. Parce qu'effectivement, il peut y avoir un décalage de programme. Ce qui peut arriver, le président descend, parce que nous, j'avais quelqu'un qui surveillait un petit peu le mouvement du président pour savoir à quel moment déclencher le dressage des plats. Et il est arrivé deux fois qu'il y avait encore une discussion qui pouvait se prolonger. Oui, c'est vrai, ou des signatures d'accords, ou des choses, ou aller voir le parc, simplement. Là encore. C'est la conséquence du fait que l'on charge trop les programmes. Voilà. Et du on coup, veut faire tenir autant de choses en moins de temps.
Mais moi, pour moi, c'était un vrai problème parce que 10 minutes d'écart sur un programme, les cuissons et le dressage, ça chamboulait un petit peu. Le plus acrobatique, ça a été le dîner d'État de la reine d'Angleterre en 2014. Mais vous n'étiez là, je n'étais plus. Ouais. C'est Guillaume Gomez qui avait pris votre suite. Parce que nous étions arrivés en retard, justement, à cause et en plus, pour une fois, c'était un dîner en smoking. Alors c'était un dîner black tie, alors que d'habitude, les dîners d'État, maintenant, pour éviter que les gens n'aient à aller se changer, sont en costume de ville sombre. Voilà. Donc, on s'était retrouvés, effectivement, à rejoindre l'Élysée 20 minutes avant l'heure du dîner d'État. Mais on a tenu à peu près, mais ça a été acrobatique. Non, voilà, après, nous, on a quelques sueurs froides aussi derrière, parce qu'il faut absolument que tout soit parfait, donc ça peut poser éventuellement des problèmes. Je comprends. C'est vrai que de toute façon, le vocabulaire, on évoquait ça, mais assez militaire dans les cuisines, non? On parle du coup de feu, du chef, sûr, et puis de la batterie de cuisine. Des ordres bien précis, puis qui sont bien sûr imposés. Il faut que tout le monde réponde, et voilà. Il n'y a qu'une personne qui parle surtout. C'est ça, c'est important. Est-ce que je dis une bêtise? Il me semble que c'est sous la 4ème République qu'on a installé vraiment des cuisines dignes de ce nom à l'Élysée. Non, c'est plus tardif. C'est même plus tardif. Oui, c'est sous la 5e. C'est sous la 5e. Voilà, oui, c'est après. Donc c'est récent. Après la guerre de 45, il y a une vraie cuisine qui a été installée. Voilà, la demande de Georges Pompidou d'ailleurs à l'époque. Ah, c'est Georges Pompidou, je croyais que c'était le général de Gaulle. Non, ça a été vraiment, et même la cuisine privée, qui est aussi au côté est du palais de l'Élysée, qui a été aussi mise en place par Georges Pompidou pour faciliter le service. Donc c'est très récent en fait. Oui, et puis je parlerai aussi des voyages à l'étranger, c'est Georges Pompidou également, qui a été le premier à emmener des cuisiniers à l'étranger pour représenter la France. Marcel Le Cerveau, que j'ai bien connu, qui a été le grand chef à l'arrivée presque du général de Gaulle. Il est arrivé très vite. Il était à Matignon, ensuite, voilà. C'est ça. Et ensuite à l'Élysée, et qui est votre référence à tous, puisque il existe maintenant même un prix Marcel Le Cerveau. Exactement, il y a un concours. Un concours pour honorer ce génie de cette cuisine officielle française que fut Marcel Le Cerveau. Donc on revient peut-être à la notion de la table officielle et donc de la création de ce que l'on peut appeler aujourd'hui la gastrono ou la gastrodiplomatie instaurée par le président Laurent Fabius, et donc de l'institutionnaliser ou peut-être de l'écrire quelque part dans des textes officiels du Quai d'Orsay pour que cela ouvre des consciences de certains qui n'avaient pas conscience que la table avait un rôle important? Alors, l'écrire, pas tellement, enfin, sauf ce livre qui, effectivement, a été organisé, dirigé à la demande du ministre, Laurent Fabius. C'est lui qui l'a demandé en 2015, à l'été 2015. Pour ça. Écrire, figer, ça demeure quand même d'abord une pratique, un talent, un artisanat aussi de qualité qui permet de s'adapter en permanence, comme le disait Bernard Vaution, à des circonstances qui peuvent être compliquées. Donc, c'est difficile de figer cette règle. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut promouvoir à l'extérieur de nos frontières la gastronomie, parce que derrière la gastronomie, c'est toute la filière agroalimentaire, c'est la filière viticole, c'est économiquement très important, et puis c'est aussi un élément identitaire fort de la France à l'étranger. C'est-à-dire qu'en France, parmi l'art de vivre, nous sommes un des pays où on considère qu'on a un art de vivre beaucoup plus grand qu'ailleurs. Et parmi l'art de vivre, il y a aussi les arts de la table, l'art de bien manger. Et donc ça fait partie de ce qui nous singularise en bien
dans le monde contemporain. Donc c'est dans notre intérêt, c'est pas simplement pour se faire plaisir, c'est aussi dans l'intérêt de la collectivité nationale. Mais est-ce que l'inscription du repas gastronomique des Français au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO a aidé à ce que notre gastronomie devienne une gastrodiplomatie et qu'on s'en sert plus souvent, mieux, plus facilement Je dirais que ce n'est pas uniquement utile pour le corps diplomatique et le ministère des Affaires étrangères, c'est surtout utile pour la gastronomie à la française et sa promotion, d'où les cités internationales de la gastronomie comme Tours, d'où le dynamisme que l'on apporte à essayer de rayonner autour de grands repas exceptionnels à travers le monde, même dans des pays où la situation politique est difficile. D'abord, c'est une compensation à des conditions de vie souvent pénibles pour les Français qui vivent dans ces pays-là, mais également pour les ressortissants du pays en cause. C'est un moment un peu enchanté. Et puis, vous avez ce film dont je cherche le titre qui se passe au Danemark. Voilà, Le Festin de Babette. Voilà, comment une Française cherche à remercier ceux qui ont su si bien l'accueillir, eh bien en soignant un somptueux film, voilà, sur l'humanité du repas partagé, hein, voilà. Cette convivialité, de l'échange qu'il y a autour d'une table. Et c'est le transformer non pas en politique publique, ce serait le rétrécir, si je peux dire, parce que ce serait le formater, mais c'est le transformer en une action collective. Voilà. Et c'est plutôt ça que l'on cherche à encourager partout. Et je dirais que de plus en plus, nos collègues sont convaincus. Ils sont convaincus de l'importance de la spécificité française. Il faut savoir bien recevoir à table. Oui, bien sûr. Oui, je crois que d'ailleurs, il y a cette dimension économique. D'ailleurs, c'est pas un hasard, parce que Laurent Fabius avait aussi le tourisme dans son escarcelle quand il a choisi cet axe, j'allais dire, diplomatique autour de la gastronomie. Donc, il y a une dimension économique, toute cette... en France en particulier, vraiment, de tout un tas de filières qui sont concernées, tout ce que vous avez pu évoquer. Dieu sait qu'en plus, vraiment, le tourisme est quelque chose d'important en France. Et il y avait ce contexte particulier de l'inscription du repas gastronomique des Français, qui en effet, c'est pas la gastronomie française qui a été inscrite, hein, c'est une pratique sociale. C'est la pratique sociale. C'est la façon dont les Français vivent le repas. C'est un idéal type, si on veut. Ça ne veut pas dire que tout le monde mange comme ça en toute occasion, loin de là. Mais par contre, c'est l'image que les Français se font d'un bon repas tel qu'il devrait être idéalement, avec tout un tas de séquences, tout un tas de façons de faire, l'idée d'un corpus de recettes, etc., d'art de la table. Donc il y a cet élément en effet identitaire qui, je pense, est très fort. Et il y a cette dimension donc, culturelle qui est derrière, et culturelle au sens fort, c'est-à-dire que, en effet, on note qu'en France, il y a une certaine résistance. On parlait tout à l'heure de la durée des repas, et on voit que, par exemple, en France, il y a une forte synchronisation. En gros, à 12h30 en France, la moitié des Français sont en train de manger. On voit un pic, d'un coup, pendant 1 heure, si on regarde la courbe, sur une journée. Il y a des pays, comme les États-Unis, pour prendre l'extrême inverse, où la courbe est beaucoup plus lisse. C'est-à-dire que c'est une pratique beaucoup plus individuelle d'un repas pris sur le pouce et non pas autour d'une notion de convivialité. Donc, mais on voit en même temps que c'est un combat à mener parce que ces pratiques s'érodent en France et on voit que même, on vient de le dire, que même au sommet de l'État, c'est un peu battu en brèche. Donc il y a sans doute là un combat. L'inscription du repas gastronomique des Français, c'est pas une solution miracle, loin de là, mais par contre, c'est une façon de dire, préservons, reste à savoir comment, hein, parce qu'on a le sentiment que ce sont des évolutions de fond qui affectent nos modes de vie.
Mais en tout cas, il y a une façon là de mettre le projecteur sur ces spécificités, sur cette spécificité culturelle qui en induit beaucoup d'autres, hein, d'ailleurs, qui est je crois que si on devait résumer cette convivialité, préserver la convivialité, préserver le repas comme un moment fort, important des relations entre les gens. Merci beaucoup. Puisque la table est un moment d'échange, là nous sommes là autour du guéridon. Il y a sûrement des questions dans la salle pour son Excellence ou Bernard ou Loïc. Et si je peux dire, c'est un combat à mener tous, autant que nous sommes, même les plus jeunes générations représentées ici au premier rang. Il faut maintenir la tradition du repas de famille pour les événements heureux de l'existence, ou même d'ailleurs pour les événements moins heureux, comme les enterrements. Il faut lutter contre une espèce de politique qui culpabilise celui qui aime la bonne chair, qui aime le bon repas, qui sait le préparer, qui prend du temps de le préparer. On dit, mais t'es plus à la mode, mais il faut aller vite, il faut... J'étais l'été dernier à Issoire, parce que dans le Puy-de-Dôme, j'ai une arrière-grand-mère qui est enterrée, puis je voulais m'arrêter à Issoire. Je vous recommande d'ailleurs Issoire, parce que vous avez la basilique Saint-Austremoine, qui est tout à fait intéressante. Mais donc, alors, j'arrive le soir, je vais dans un petit hôtel à Issoire qui s'appelle l'Hôtel du Parc, et j'y dîne vers 20h, 20h30. Très bien, j'étais tout seul dans la salle à manger, le 22 août, donc tout seul, puis Issoire, c'est pas très touristique. Et tout seul dans la salle à manger de l'hôtel, plutôt que d'aller dans un hôtel de chaîne, j'ai préféré aller dans un hôtel du centre-ville. Bon, très bien. Alors, je commence à parler un peu avec le patron, qui était d'ailleurs aussi le chef, et je sympathise. Ensuite, je vais faire ce que j'ai à faire le lendemain matin, puis je me dis, bah, tiens, plutôt que de partir à 11h ou midi, je vais aussi déjeuner à l'hôtel du Parc à Issoire. Donc, déjeuner de nouveau. Ça. Et donc, je le remercie, je le félicite, je lui dis vraiment, monsieur, vous avez une très bonne cuisine, je suis très heureux je ne reviendrai pas tout de suite, mais je suis vraiment très heureux. Et je lui dis, ça va, là, c'est un peu vide, etc. Mais évidemment, dans l'année, comme c'est assez dynamique, là, plaine de la Limagne, vers Clermont-Ferrand, etc., je lui dis, vous devez avoir quand même, à partir du mois de septembre, beaucoup de clients. Puis des repas d'affaires. Il me dit, monsieur, le repas d'affaires a disparu ces 10 dernières années. C'est-à-dire qu'avant, oui, dès qu'il y avait des visiteurs, il y a plusieurs petites industries, et dès qu'il y avait des visiteurs étrangers ou d'ailleurs français qui venaient, on concluait la réunion de travail par un déjeuner ou par un dîner. Et il me dit, ça a disparu. C'est vraiment quelque chose qui a disparu. Et donc il dit, d'ailleurs, moi, bon, maintenant je suis près de la retraite, je vais vendre mon fonds, mais je le vendrai probablement uniquement comme un hôtel. Ça ne sera plus un hôtel-restaurant. Parce que, voilà, c'est plus... Donc je me dis, essayons de maintenir cette tradition-là, tous là où nous sommes, quand nous accueillons des personnalités étrangères, que ce soit diplomatiquement ou au niveau de l'État. Moi, je le fais au niveau de l'UNESCO. Mais, ou que ce soit dans un cadre privé, je trouve que c'est important de dire, voilà, ensuite, il y a une petite scène, CENE, un petit repas partagé, voilà, où on est ensemble. Une question, Président Martinet. Toute petite expérience professionnelle. Excusez-moi, le micro. En 35 ans de carrière, j'ai vu effectivement cette évolution. Un grand chef des achats de l'industrie automobile française, ça se recevait une journée entière, et à déjeuner à midi, nous allions sur les bords de Loire faire un grand déjeuner, etc. Au fil du temps, tout ça a disparu, effectivement. Et je pense que pour des raisons de temps et des raisons d'économie. Mais je pense que l'ennemi principal dans l'affaire, c'est plus le temps que les économies financières.
les gens ne prennent plus le temps. Et les chefs d'État, très modestement dans la vie professionnelle, on a suivi exactement cette même évolution. Et à tous les niveaux, je vous parle de ma petite expérience professionnelle, en tant que chef d'entreprise des bords de Loire, dans le temps, on mangeait du brochet au beurre blanc, il y a longtemps qu'il a disparu, mais tout le reste aussi. Mais au niveau de certaines institutions nationales, puisque j'ai eu le privilège d'être représentant de la France à l'AFNOR dans des comités de normalisation à l'ISO, qui est donc international, il y a eu la même évolution. Et là aussi, le facteur temps était, à mon avis, l'ennemi principal à vaincre. Retrouver le temps de la convivialité. Ce qui veut dire qu'à mon avis, c'est plus culturel. Parce que vers le temps, enfin, les gens ont toujours travaillé beaucoup à ces sommets-là. Je veux dire, c'est une volonté de prendre le temps qui manque. Et si c'est une volonté de prendre le temps, ça veut dire que c'est une culture en soi. C'est-à-dire, si on estimait que c'est une priorité de prendre ce temps-là, on le prendrait. Donc ce qui change, c'est la perception que l'on a de cette nécessité, qui n'en est plus une, précisément. Donc c'est en cela où on peut dire, j'aime pas trop ce genre de schématisation, mais que peut-être des sortes de normes anglo-saxonnes ont pris le pas sur cette culture, je vais encore caricaturer, plus latine, où on prenait ce temps-là qu'on estimait important et qu'on estimait être même partie intégrante des négociations et des discussions et, encore une fois, de la convivialité. Napoléon n'a pas aidé à cette diplomatique. C'est vrai. Deux questions différentes, je crois qu'il y a un micro qui est là. Deux questions différentes. Il y en a une pour le chef des chefs. Bernard Vaution, vous auriez la semaine prochaine la reine d'Angleterre à servir à Paris, et la semaine suivante le président chinois. Qu'est-ce que vous proposeriez comme menu? C'est ma première question. Et la deuxième question, je la pose au chef du protocole. Est-ce que le chef du protocole, vous avez parfois des discussions avec le chef de cuisine sur le menu, justement? Est-ce que vous avez des débats? Alors, en ce qui concerne le menu, La reine d'Angleterre et le président chinois. la reine d'Angleterre, on va lui proposer du foie gras, puisqu'elle adore. Le foie gras d'oie et de canard, les deux en même temps. On l'a déjà eu fait. Oui, c'est une demande de Sa Majesté. Voilà. Après, on va aller souvent sur une volaille, c'est vrai, ou une selle d'agneau, des choses comme ça, quand même, des produits nobles. On va ajouter un petit peu de truffe quand même, parce que c'est aussi bien français. Et puis voilà. Puis après, le dessert, on va aller sur des choses à base de fruits pour que ça contente un petit peu tout le monde également. On ne ferait pas fromage et dessert? Ah bah fromage, si, je l'ai oublié un petit peu, mais il est présent. D'accord. Voilà. Bah, le vin, c'est pareil, on va sortir quand même les grands crus, et puis le champagne, et puis tout ce qui est quand même, tout ce qui va bien pour accompagner. Il y a Bordeaux. Je pense que, non, vraiment, là-dessus, elle aime tous les vins. L'avantage, c'est que jusqu'à présent, je dis, puisque commencent à se développer des vignes dans le Kent, grâce à la maison Tétinger, et pas seulement. Donc jusqu'à présent, il n'y avait pas de, concurrence, parce qu'évidemment, quand vous vous retrouvez dans un pays étranger, gros producteur de vin, vous avez la concurrence locale qui est de plus en plus vive à travers le monde. Voilà. Mais alors, pour répondre à votre question, non, vraiment, je dirais la cuisine, c'est le domaine du chef. Du chef en lien avec le chef d'État, voilà, directement. Il lui propose, ça ne passe pas par le protocole. Le protocole transmet, comme disait Bernard Vaution, simplement les interdits ou on pose toujours la question quand on est en mission préparatoire, c'est pas la plus compliquée. Dans cette négociation, on dit toujours, est-ce que vous avez des contre-indications qui peuvent être de santé ou contre-indications qui peuvent être religieuses et puis, deuxièmement, est-ce que vous avez des préférences? Alors, je sais, par exemple, que François Hollande m'avait dit, surtout quand on vous demande si j'ai des préférences, ne dites rien,
parce que ensuite on se retrouve à toujours manger la même chose. Et par exemple, la reine d'Angleterre est très imprudente de dire qu'elle aime beaucoup le foie gras, parce que comme ça, effectivement, à chaque dîner d'État, on lui sert du foie gras. Mais d'un autre côté, c'est une femme âgée qui se rassure, si je peux dire, et c'est un test. C'est pour voir si le foie gras de 2014 est aussi bon que celui de 1972 et aussi bon que celui de 1957 et que celui de 1948, puisque sa première visite en France était en tant que princesse héritière auprès du président Vincent Auriol en 1948. Voilà. Oui. Alors le président chinois, on peut éventuellement lui proposer la même chose. Mais bon, on va se diriger, on va exploiter plus de produits, puisqu'on a quand même la chance en France d'avoir énormément de produits. Donc on va aller plus sur peut-être du homard, des choses comme ça pour l'entrée. Et puis après, oui, le canard, mais bon, le canard, ils sont habitués à manger leur canard laqué et tout ça. Donc on va pas aller dans cette direction sur ce qu'ils sont habitués à manger, en fait. Ouais. Donc on va proposer vraiment quelque chose de bien français. Et là, on va s'orienter sur de l'agneau, du bœuf éventuellement, quoi. Pour pouvoir dire ensuite, d'ailleurs, mais dans le plateau de fromage, il a eu du roquefort, il n'est pas tombé malade, donc ça peut très bien faire aussi pour 1,2 milliard de Chinois. Oui. Une autre question? Oui. Vous ne parlez jamais de gibier, il n'y a plus de gibier. Alors, le gibier, c'est un petit peu délicat, parce que tout le monde ne va pas forcément apprécier. Alors le président, bien sûr, va choisir un menu à base de gibier, c'est son droit. Mais après, parmi les invités, s'il y a 250 personnes, il y en a peut-être une centaine que ça ne va pas plaire. Donc on évite un petit peu, c'est vrai que depuis plusieurs années, on évite un petit peu le gibier. Alors on peut se diriger éventuellement dans un blanc de faisane, poule faisane par exemple, où c'est assez, en goût, c'est assez léger, ou du perdreau éventuellement. Mais voilà, on se limite quand même un petit peu. Oui. Il y a bien des repas à 4 ou 10 personnes, pas seulement 200. Après, oui, mais ça peut être officiel aussi à 4 ou 10 personnes, mais il y a aussi la partie privée où là, on peut éventuellement servir de tout ce que le président souhaite, bien entendu. Oui, bien sûr. Puis alors le gibier était très très présent dans les repas d'Ancien Régime et même encore dans les repas du 19e siècle. Bien sûr, ouais. Je dirais qu'il y avait une sorte de pic de la réception officielle à l'automne, au moment voilà. C'est vrai que ça a un petit peu disparu. Alors, il y a aussi une pratique qui est un peu moins répandue qu'elle l'était en 1900, qui est la chasse. Mais c'est vrai qu'en saison, quand même, ça dépend là aussi des présidents, des ministres. Il y en a qui aiment bien le gibier, il y en a d'autres qui aiment moins. Autre question, si vous permettez. Le petit déjeuner n'est absolument jamais pratiqué officiellement, qui existe au plan privé? Alors, si, le petit déjeuner, c'est souvent avec les chefs d'entreprise, parce qu'ils sont censés se lever tôt pour contribuer au développement économique du pays. Et donc, voilà, donc il y a souvent des petits déjeuners, et sinon, dans une journée. Alors là aussi, ça dépend des chefs d'État et des chefs de gouvernement. Il y en a qui considèrent que le petit déjeuner, qu'il soit d'ailleurs à 7 h du matin ou à 8 h du matin, c'est un moment privé, c'est-à-dire c'est un moment on se prépare à une journée qui, par définition, va être un petit peu dure, donc ils n'affectionnent pas les déjeuners, mais souvent quand même dans les visites où le temps est compté, comme je l'ai dit, à ce moment-là, le petit déjeuner, oui, c'est plutôt le temps rencontre économique ou rencontre avec des investisseurs potentiels en France. Ouais. C'est plus une culture du privé que du public. Non pas qu'on ne travaille pas relativement tôt, mais c'est vrai qu'on a tendance à travailler peut-être plus tard dans le public et à travailler plus tôt dans le privé. Moi, je l'ai remarqué dans ma vie professionnelle de ces 30 dernières années. Il y avait une autre question ici? Oui, ma question s'adresse un peu à l'ensemble de nos intervenants. Nous parlons beaucoup du contenu,
personnellement, j'apprécie le contenu, j'apprécie ce que nous goûtons et le palais du contenu. Par contre, une question me préoccupe, c'est le contenant. Et notamment, vous avez fait tout à l'heure allusion, monsieur l'ambassadeur, aux arts de la table. Est-ce que la présentation de la table, les assiettes, l'orfèvrerie, la cristallerie, est-ce que ces éléments jouent un rôle important dans les repas diplomatiques? Est-ce que c'est un élément qui fait partie également, d'une façon ou d'une autre, peut-être indirecte, du classement de la gastronomie française à l'UNESCO? Et puis également, finalement, personnellement, je regrette de voir nos grandes marques qui disparaissent, non pas dans le domaine du luxe, mais dans le domaine des arts de la table, la porcelaine, les cristalleries, etc. Est-ce que également il y a un souci de la part de notre diplomatie de promouvoir les arts de la table et de promouvoir qui disparaissent, que l'on voit de moins en moins, les points de vente disparaissent, les regroupements se font, mais c'est vraiment une disparition complète, à mon sens, et qui part beaucoup chez les jeunes, dans nos enfants, nos petits-enfants, nos enfants peut-être encore, les petits-enfants, j'ai beaucoup de préoccupations. Après, évidemment qu'il y a... Parce que lorsque les invités du président arrivent dans la salle des fêtes, la première chose qu'ils voient, c'est la table, qui est dressée, qui est très bien dressée, qui est magnifique. Porcelaine de Sèvres, du baccarat, du cristal, du Puy-Forcat pour l'argenterie et autres. Donc il y a quand même cette première vision, c'est la table, et les arts de la table, les fleurs, les candélabres et tout ça, qui sont disposés pour voilà, représenter au mieux notre table, et puis... comment dire, que les gens apprécient, voilà, qu'on ait porté une attention maximum pour recevoir les gens. Oui. Les arts de la table, en fait, sont vraiment, tels qu'on les entend aujourd'hui, sont vraiment développés à partir du XVIIIe siècle, ou fin XVIIe. C'est-à-dire que la table au XVIe siècle est relativement dépouillée, en fait. Même si c'est au XVIe siècle qu'apparaissent en France les assiettes. Il n'y a pas d'assiettes sur les tables. Tout comme c'est au XVIIe siècle que les fourchettes s'imposent. Et l'idée d'un service complet, harmonieux, où tous les éléments se répondent, ça c'est au XVIIIe siècle que ça se développe. C'est aussi au XVIIIe siècle où, par exemple, la porcelaine de Sèvres devient, apparaît, et qu'elle devient un cadeau diplomatique tout à fait courant. La monarchie offre de la porcelaine de Sèvres, et on trouve des services comme ça à travers l'Europe, parce qu'ils ont été offerts par les monarques français. Alors, et pour ce qui concerne le repas gastronomique des Français, en effet, parmi les éléments qui caractérisent ce repas, il y a indiqué dresser la table, dresser une belle table. Ce qui laisse un certain flou, hein, d'une certaine façon, parce qu'encore une fois, on ne peut pas écrire noir sur blanc. Qu'est-ce que ça signifie, une belle table avec... Non, parce que les choses évoluent. Donc, il est logique qu'il y ait des évolutions. Mais en effet, on parlait du temps qui se réduit. Et parmi les évolutions aussi, on se rend compte que, eh bien, dans les arbitrages budgétaires que font les gens, ils ne sont plus prêts à sacrifier beaucoup d'argent pour les services de table. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il y a une crise clairement de cette industrie, parce que généralement on va garder ce qu'on a peut-être hérité. Pour les mariages, on ne va pas se faire offrir un service complet. Enfin, cette culture-là, c'est vrai, il y a une vraie érosion, clairement, qui explique que, en effet, un peu les unes après les autres, les fleurons de l'industrie française dans ce domaine un peu disparaissent. Une particularité française, bon, je suis tout à fait d'accord avec ce que viennent de dire les autres intervenants, mais une particularité française, c'est Sèvres. Sèvres est encore une entreprise qui travaille à l'ancienne, c'est-à-dire que la porcelaine de Sèvres, avec les différentes cuissons, avec la peinture à la main, avec les glaçages, est exactement faite comme en 1750. Il n'y a pas de reproduction en Sèvres. Ce sont des originaux qui sont simplement de motifs, d'ailleurs, quelquefois, qui ont été fixés
en 1780 ou en 1810, et qui sont repris par des artistes qui sont les successeurs de ceux lointains successeurs de ceux qui ont commencé. Donc ça veut dire que Sèvres, c'est vraiment une particularité. KPM, Vistalegre, Capodimonte, toutes les fabriques de porcelaine font de la porcelaine, je dirais de qualité, mais de la porcelaine industrielle, comme on peut en trouver ailleurs en France ou à travers le monde. Nous sommes vraiment les seuls à avoir conservé avec Sèvres cette spécificité. Sèvres fournit toujours gratuitement la présidence de la République. C'est-à-dire que c'est une tradition d'Ancien Régime. Sèvres travaille d'abord pour la présidence de la République. Et Mme Chirac, par exemple, en 2000, a voulu qu'il y ait un nouveau service pour le millénaire, enfin le bimillénaire, qui est encore utilisé aujourd'hui. Donc elle a passé une commande à Sèvres, elle a fait passer une commande à Sèvres de plusieurs centaines d'assiettes, enfin, de tout un service. Et les ambassades aussi travaillent avec du Sèvres, peut-être moins souvent que dans le passé, parce que là, pour le coup, Sèvres nous le fait payer, donc le facture, donc c'est un petit peu plus... voilà. Et puis, d'autre part, parce que, bon, comme il y a peut-être plus de repas, on utilise aussi la porcelaine. Par exemple, c'est Hubert Védrine qui a fait faire un service qui est un service de porcelaine de qualité, joli, avec AE, Affaires étrangères à l'ancienne, mais qui n'est pas du Sèvres pour le quotidien des repas au Quai d'Orsay. La porcelaine de Sèvres, pour finir avec ce sujet, sert toujours de cadeau diplomatique. L'un des cadeaux qui a fait le plus plaisir à Mme Merkel, c'est une rose en Sèvres qui a été offerte, je pense que c'était Nicolas Sarkozy, à l'époque, qui était président de la République, puis ça devait être en 2009 ou 2010, et elle l'a toujours dans son bureau. Et je ne pense pas qu'elle la mette uniquement quand elle a dans son bureau un président de la République française qui vient la visiter. Elle est vraiment... Cette rose lui a plu. Une rose en Sèvres, donc c'est une création contemporaine, mais enfin on voit quand même que c'est une rose. Et donc cette rose solitaire lui a plu. Donc c'est un cadeau bien trouvé. C'est-à-dire que c'est du Sèvres, ça fait travailler Sèvres, c'est de la porcelaine, et en plus, c'est un cadeau qui fait plaisir, ce qui est malheureusement trop souvent ceci dit, le prince de Galles aussi, on lui a offert des chevaux en Sèvres, et l'autre jour, je visitais Clarence House, et j'ai vu au rez-de-chaussée les chevaux qui avaient été offerts quelques années avant. Donc ça veut dire que non seulement le Sèvres continue, mais continue à être utilisé, si je peux dire. Même si, malheureusement, on n'a pas de commandes publiques qui suivent. La dernière question. On sait que dans la société française, ce sont les femmes qui s'occupent de la cuisine quotidienne dans les familles. Or, dès que l'on passe dans la représentation, dans le pouvoir, dans la gastronomie, les chefs de cuisine, là, on est dans un monde plutôt masculin, comme en témoigne d'ailleurs cette table ronde que vous représentez. Je voudrais savoir si ça change, si les femmes prennent leur place là aussi. C'est juste parce que c'est quelque chose qui est un petit peu hors sujet par rapport à notre sujet de la diplomatie. Les femmes sont hors sujet. Mais de la place de la femme dans les cuisines en général, peut-être que notre chef va nous répondre rapidement. Oui, il y a une évolution qui est bien réelle. Maintenant que j'ai le temps, je vais beaucoup dans les écoles hôtelières à travers la France, ou les CFA, et il y a souvent même la parité maintenant dans certains établissements. À l'Élysée, une femme vient d'être embauchée récemment, qui fait partie maintenant de la brigade, qui a été embauchée par Guillaume Gomez, mon successeur. Donc voilà, il y a une évolution qui va dans ce sens. Voilà, et ça va changer, effectivement. Voilà. Un complément d'information. Oui, il est clair que cette distinction entre la cuisine de prestige et la cuisine du quotidien, l'une pour les hommes, l'autre pour les femmes, elle remonte à l'Ancien Régime. Et ça a finalement assez peu évolué. Et on a des propos très misogynes de chefs de la fin du 19e siècle qui le disent. La grande cuisine, c'est pour les hommes. La cuisine du quotidien, ok, ça peut être pour les femmes. Et la première fournée de 3 étoiles, qui doit dater de 1933, on avait quand même des femmes, parce que les premières
grandes cuisinières, celles qui ont accédé à cette, au premier rang, ce sont les mères lyonnaises, évidemment, la mère Brasier, voilà. Notamment, et une autre aussi dont le nom m'échappe. Voilà, mais elle reste une exception, et aujourd'hui, il n'y a qu'une seule femme 3 étoiles, c'est Anne-Sophie Pic, qui d'ailleurs, à chaque fois, on dit « Ah, la femme 3 étoiles ». Et alors, il y a sans doute des évolutions, mais c'est clair qu'elles sont très, très lentes. Oui, mais il y a un mouvement quand même. Oui, voilà. Ça, c'est un sujet qui peut nourrir une table, une prochaine table. Non, juste une petite remarque. Donc, je regardais parmi les 22 chefs qui ont écrit dans cet ouvrage « À la table des diplomates », il y a 5 chefs feu. Mais oui. C'est vrai que c'est encore une minorité. Mais malgré ça, ça se développe, ça c'est clair. Et je dois dire, pour ce qui concerne le protocole, moi j'avais ma principale collaboratrice à l'Élysée, puisque le chef du protocole couvre à la fois l'Élysée, Matignon, le ministère des Affaires étrangères et à l'essentiel de ses collaborateurs aux Affaires étrangères. Mais enfin, ma principale collaboratrice à l'Élysée, depuis 2010, et elle l'est encore, c'est Elisabeth Daubel, qui est vraiment une collaboratrice de très grande qualité et qui fait tout à fait le même travail que les hommes qui l'ont précédé. Donc, je veux dire, il n'y a pas d'exclusivité, il y a juste une espèce de poids des habitudes, mais qui change. Très bien. Je n'ai plus qu'à remercier notre ambassadeur, notre chef et notre historien. Merci beaucoup.